effectivement, Steve Witkoff, la conversation est initiée par Yuri Uchakov, et qui appelle Steve Witkoff mon ami. Bon, évidemment, à force de passer plus de temps l'un avec l'autre qu'avec leurs propres femmes ou avec leurs propres enfants, c'est sûr qu'ils finissent par développer. C'est pas un moment de tension absolue. Et d'autant que Donald Trump recherche quelque chose auprès des Russes, c'est-à-dire à les faire plier et à les faire s'engager dans la paix en Ukraine. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, l'incontournable Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, a récemment fait parler de lui en cause des petits conseils bienveillants qu'il aurait donnés à son homologue Yuri Uchakov quant à la manière dont Vladimir Poutine devait s'adresser à Donald Trump pour relancer, on s'en souvient, le plan de paix en Ukraine. Alors, d'abord, il faut situer ses propos dans le contexte. Effectivement, cette conversation a fuité dans la presse américaine, mais cette conversation remonte au 14 octobre dernier, soit 5 jours après l'obtention par Donald Trump, on va dire, puisque c'est lui le grand architecte de ce plan, du plan de paix pour Gaza, c'est-à-dire le premier grand succès diplomatique de la deuxième ère de Donald Trump. Et donc 5 jours après, il y a cette conversation entre Yuri Uchakov, qui est le premier conseiller à l'international de Vladimir Poutine, et Steve Witkoff, qui est effectivement, comme on le sait, l'émissaire, le monsieur international pour Donald Trump, pour l'Ukraine, pour l'Iran, pour Gaza. Il est partout, Steve Witkoff. Et Steve Witkoff a, on va dire, développé, même si ce n'est absolument pas un diplomate traditionnel, on va dire, a développé une forme de, et on le sait, nous, par d'autres sources diplomatiques, notamment au Moyen-Orient, une sorte de facilité de parole avec ses interlocuteurs. Alors Steve Witkoff ne parle que anglais, mais des gens comme Uchakov parlent très bien parlent très bien anglais aussi, et donc il y a une sorte de familiarité qui s'est développée, familiarité qui existe parmi tous les diplomates du monde, y compris ceux qui sont dans des camps opposés. Je vous donnerai une anecdote là-dessus un peu après, mais revenons à l'essentiel et revenons à ce qui s'est passé pendant cette conversation. Tout simplement, Steve Witkoff, la conversation est initiée par Yuri Uchakov, et qui appelle Steve Witkoff mon ami. Bon, évidemment, à force de passer plus de temps l'un avec l'autre qu'avec leurs propres femmes ou avec leurs propres enfants, c'est sûr qu'ils finissent par développer. C'est pas un moment de tension absolue. D'autant que Donald Trump recherche quelque chose auprès des Russes, c'est-à-dire à les faire plier et à les faire s'engager dans la paix en Ukraine. Donc les États-Unis sont plutôt demandeurs là-dessus. Et Uchakov suggère, est-ce que tu penses que nos deux leaders devraient se parler? Et là, tout de suite, Witkoff dit, il utilise le terme, il dit « my guy », mon gars est prêt à le faire. Simplement, il lui dit, si tu veux avoir du succès, si ton patron, en gros, veut parler au mien dans les conditions, et pour mettre bien à l'aise le mien, je vais te donner un petit truc. Et le petit truc, c'est de dire, Donald Trump est le président de la paix, nous apprécions les efforts. Mais encore une fois, ça se produit après Gaza. Donc Donald Trump est sur un petit nuage à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a une certaine flatterie à adopter quand on veut parler à Donald Trump pour avoir une conversation productive avec lui. C'est vraiment ce que dit Witkoff. Il y a une familiarité, ils ont l'air de se connaître super bien, ils échangent d'amabilité. Évidemment, ça fait grincer les dents. En fait, ce qu'on reproche à Donald Trump, Régis, c'est de jouer le jeu des Russes. Oui, alors effectivement, si on ajoute à ça le fait qu'avec un autre émissaire russe qui s'appelle Kirill Dmitriev, le même Steve Witkoff était en train de préparer dès cette époque probablement une nouvelle mouture du plan de paix, c'est-à-dire un post-Anchorage, encore que les 28 points du nouveau plan de paix qui ont été publiés par les Américains d'abord, amendés par les Européens, s'inspirent beaucoup de ce qui s'est déjà fait avant, et Kirill Dmitriev a qualifié ces 28 points d'être dans l'esprit d'Anchorage. Ça veut bien dire que pour les Russes, c'est à leur avantage. Poutine aussi l'a souligné, a dit qu'il était plutôt favorable à ce plan, et quand on regarde le plan dans les détails,
ça fait la belle part aux Russes, c'est évident. Avec, on s'en rend compte, une volonté de la part des Américains d'accélérer le mouvement et d'obtenir la paix pour passer à autre chose. Ça, c'est l'objectif de Trump. Maintenant, sur la forme, oui, on peut comprendre que cette familiarité montre que les Russes, la conclusion classique, c'est de dire les Russes et les Américains sont alliés, ils sont main dans la main et ils veulent larguer l'Ukraine, faire couler Zelensky et faire couler l'Europe. C'est la conclusion qu'on entend dans pas mal de domaines. Je trouve que c'est un peu se précipiter, c'est faire en sorte, c'est méconnaître aussi les arcanes du pouvoir, y compris avec Trump, qui régulièrement est revenu du côté de Zelensky, de l'Ukraine, qui n'a pas arrêté complètement l'aide américaine à l'Ukraine, sinon l'Ukraine serait dans une bien plus mauvaise posture sur le front. Les Américains sont toujours là, ils n'ont pas abandonné l'Ukraine, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et contrairement peut-être au fait que Donald Trump ait tenté de le faire, mais en tout cas, c'est d'ailleurs une petite fenêtre dans ces négociations, mais que des diplomates ou des gens qui passent du temps ensemble finissent par tisser des liens d'amitié hors caméra, ça me paraît tout à fait normal et il n'y a rien de choquant là-dedans. Comment Donald Trump a-t-il réagi à la publication de ces messages ? Justement, Donald Trump a parlé de procédure standard dans la négociation. Il a dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, arrêtez avec cette polémique. Alors, cette polémique, évidemment, elle a alimenté le moulin médiatique pendant 24 heures, 48 heures. Voilà, en disant, ça y est, maintenant, on a la preuve que Trump, certains sont allés dire, regardez, Witkoff, comme il est proche de Trump. Il ne faut pas oublier que, là aussi, on est dans une diplomatie ultra personnalisée. Les émissaires de Trump, prenez Jared Kushner, c'est son gendre, patron d'un capital investment, donc c'est des gens du business, c'est le gendre, le mari de sa fille chérie Ivanka, Steve Witkoff, c'est son partenaire de golf, ancien avocat, ancien partenaire dans l'immobilier dans les années 90, donc bref, on est dans une famille en fait, alors qu'en face, et c'est là aussi qu'il y a une sorte de, on l'a vu à plusieurs reprises, une certaine naïveté américaine dans l'approche qu'ils ont des Russes. Les Russes sont, mais bien sûr, on vous accueille, etc. Et ils oublient un peu vite qu'en face d'eux, ils ont des Witkoff, des Dmitriev ou des Lavrov qui sont des vieux crocodiles de la négociation. C'est des gens qui ont des années et des années de diplomatie au service de la Russie, ce qui est bien particulier, et que donc, il ne faut pas y aller naïvement, mais les Américains ont une certaine candeur parfois et croient que les choses peuvent se faire en imaginant aussi qu'ils ont la puissance, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Régis, en se reposant sur ses proches, Donald Trump entend-il contourner ce fameux Deep State à qui il a déclaré la guerre pendant sa campagne électorale ? Oui, alors, ce qui est très intéressant, la source du Deep State, un des hauts lieux du Deep State, on va dire, à Washington, s'appelle le département d'État. Et effectivement, cette diplomatie personnalisée à l'extrême, avec son partenaire de golf, son gendre et d'autres membres de sa famille. Moi, je me souviens d'une époque où, au forum de Doha, au Qatar, qui est un haut forum de la diplomatie mondiale, à laquelle j'avais assisté, j'avais pu rencontrer Ivanka Trump. Donald Trump n'était pas là, mais il avait envoyé sa fille qui faisait office finalement de représentante diplomatique pour les États-Unis. Donc c'était assez intéressant. Elle parlait au chef d'État, il y avait Ban Ki-moon, le secrétaire de l'ONU, il y avait et elle faisait office de diplomate. Et ça, c'est vraiment la façon dont Trump fonctionne. Ça a quoi comme conséquence par rapport au département d'État ? Eh bien, de court-circuiter complètement tout ce département. On se souvient qu'au moment de la baie des cochons, Kennedy et Khrouchtchev, s'étaient plaints justement de ne pas avoir de dialogue direct, de passer tout le temps par des intermédiaires, d'où la Russie et les États-Unis avaient inventé le fameux téléphone rouge. Là, on est dans un cas où quand Steve Witkoff obtient l'accord de quelqu'un ou voit sur place que les choses avancent favorablement ou défavorablement, il prend son coup de fil, il appelle directement Donald Trump. Il n'appelle pas Marco Rubio, il n'appelle pas l'actuel secrétaire d'État. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une partie des diplomates américains se trouvent
trouvant à l'étranger ou au département d'État, eh bien, se retrouvent quasiment sans activité. Aujourd'hui, l'une des blagues qui circule le plus au State Department, dans un endroit qu'on appelle Foggy Bottom, c'est le lieu à Washington où se trouve le département d'État, eh bien, c'est quel est l'endroit le plus actif, où il y a le plus d'activité au département d'État. Je vous le donne en mille, la réponse est la cantine. C'est-à-dire, voilà, il y a tellement peu d'activités que on se retrouve à la cantine. Voilà. Et qu'est-ce que ça crée aussi, cette diplomatie ultra personnalisée et cette guerre que Donald Trump fait au Deep State? Eh bien, une certaine crainte de la part des diplomates qui n'osent plus s'exprimer de peur de mettre en péril un deal en cours, parce que en fait, c'est les deal makers contre les diplomates, si vous voulez. Et les premiers ont supplanté les seconds. Lesquels sont les plus efficace, Régis? Pour le moment, la diplomatie personnalisée semble donner ses fruits, mais l'expérience d'un diplomate pour expliquer peut-être à un Witkoff la façon dont il faut, à un Donald Trump peut-être pour essayer d'influer, c'est très difficile d'influer sur Donald Trump, mais le diplomate, il a de l'expérience. Steve Witkoff, en international, c'est quelqu'un qui a vendu des maisons, qui a été avocat d'affaires, il n'a pas forcément cette expérience, il a un autre regard, certes, qui n'est pas forcément inintéressant, mais il n'a pas cette expérience. Donc, toute cette masse de savoir, de conseils que les diplomates peuvent prodiguer à leur gouvernement, eh bien, finalement, est un peu passé sous silence. Et ces mêmes diplomates étant soupçonnés par Trump de faire partie de l'État profond, eh bien, se voient être l'objet de persécutions, quelque part, avec un sentiment de chasse aux sorcières à Washington, qui, évidemment, ne les encourage pas à parler. Quand le gouvernement vient leur dire, vient leur donner quelques conseils d'orientation, on leur dit en général de s'adresser aux délégations étrangères et d'expliquer aux délégations étrangères qu'il y a 3 choses qu'il faut faire avec Trump. Mettre en avant la possibilité d'avoir des terres rares, surtout louer l'action de Donald Trump et, si possible, montrer comment je vous jure, c'est exact, montrer comment leur pays peut contribuer à ce que Donald Trump obtienne le prix Nobel de la paix. C'est ça qu'on leur demande aux diplomates aujourd'hui à Washington. Donc, vous voyez, on est très loin des grandes heures du département d'État. Et Marco Rubio, je terminerai par ça, lui-même, donc le secrétaire d'État, dans le cadre du nouveau plan de Trump, a découvert que ce plan avait été concocté pendant plusieurs semaines par Steve Witkoff et par Kirill Dmitriev. Il n'était pas au courant et vite il est allé voir les Européens à Genève pour essayer d'amender certains points et de proposer une sorte d'alternative à ce plan qui était évidemment outrageusement en faveur des Russes. Et donc, voilà, donc même le secrétaire d'État aujourd'hui, même si c'est d'un des personnages de l'État, du gouvernement qui quand même a substantiellement élevé sa stature depuis le début du mandat Trump, il n'empêche que ses pouvoirs sont très limités aujourd'hui. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Régis, vous êtes au fait des coulisses de la diplomatie internationale et ça depuis très longues années.
Ce type d'échange est-il commun ? Écoutez, ça arrive fréquemment. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en 2016, c'était en septembre 2016, je couvrais la guerre en Syrie et j'étais dans la ville d'Alep. À l'époque, qui était la partie gouvernementale à l'ouest, était quasiment encerclée par les forces rebelles ou djihadistes ou des deux. Et donc, il y avait énormément de combats. Et ce qu'on voyait quand on retournait à l'hôtel, on voyait à la télé en permanence la photo de Lavrov et la photo de John Kerry. On voyait même pas Barack Obama et Vladimir Poutine, c'était vraiment ces deux-là qui négociaient en permanence pour obtenir des cessez-le-feu, un règlement du conflit, etc. Et il se passait à Genève, puisque c'est là où se déroulaient les négociations, des rounds de négociations qui duraient la nuit, des 6 heures, 7 heures d'affilée. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais suivi donc quand j'avais un moment les négociations, parce que c'était sous-titré en anglais sur la télévision. Enfin, plutôt, c'était en anglais, c'était sous-titré en arabe, donc sur la télévision syrienne, mais je n'avais pas tout. Et je regardais aussi les dépêches AFP, et dans une dépêche AFP, il était raconté qu'un matin, au bout de 6 heures de négociation, il y avait une salle dans laquelle les journalistes attendaient le sésame, quoi, la fumée blanche, ça y est, il va y avoir un accord. Et je crois qu'il n'y avait pas eu d'accord, mais John Kerry et Sergei Lavrov étaient arrivés. John Kerry portait dans les mains un paquet de pizza et Sergei Lavrov avait dans les bras des bouteilles de vodka. Et Lavrov a dit « The vodka is on the Russians, the pizza is on the Americans ». Bon, c'est un trait d'humour, évidemment, devant des journalistes qui étaient avachis en train de dormir. Je pense qu'ils avaient décidé, ils avaient dû se dire, voilà, ensemble. Donc, ça montre quand même une certaine complicité. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner ? Ils nous suivent, nous, on est en train de négocier, ils sont en train de dormir, on va leur offrir un petit truc. Bon, ça n'allait pas très loin, mais ça montre que, en dehors des négociations, ce sont des gens qui se connaissent intimement et qui sont capables d'humour. Et que finalement, qu'il y en ait un qui dise à l'autre, si tu veux pas, je te conseillerais, si tu veux avoir le plus de succès auprès de mon patron, fais comme ça. Voilà, bon. Mais n'est-ce pas là le propre de la diplomatie en réalité ? Oui, alors après, on peut expliquer ce qui a été le cas du coup d'un des conseillers d'Obama pour la Russie, l'ancien William McFaul, qui était l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, qui a dit moi, j'ai souvent, il a dit qu'il connaissait très bien Outchakov, il dit j'ai souvent conseillé à Barack Obama sur la manière dont parlait au président russe et dont la manière de s'adresser aux Russes. En revanche, je n'ai jamais conseillé aux Russes sur la manière de s'adresser à Barack Obama. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, inhabituel, voilà. Mais avec Trump, est-ce qu'il y a quelque chose d'habituel avec Trump ? Je suis pas sûr. Mais en tout état de cause, ça ne veut absolument pas dire que Trump va laisser tomber l'Ukraine et qu'il va se ranger définitivement du côté de la Russie. Il a envie de mettre un terme à cette guerre. Il n'a absolument pas envie d'abandonner l'Ukraine. Donc il ne faut pas imaginer à travers cet exemple-là que la team Trump est complètement du côté des Russes. Merci Régis. Merci Aïcha. Et merci à nos abonnés. N'oubliez pas, partagez et abonnez-vous.